Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE Agir pour l'environnement. APE, la seule émission hebdomadaire entièrement consacrée à l'environnement et à sa protection pour l'ensemble de l'océan Indien. Et oui, on est les seuls. Aujourd'hui, on va parler des tortues. On a déjà parlé des tortues, Anne-Constance. Oui, parce que Mayotte a un rôle prépondérant à jouer dans la préservation de cette espèce à l'échelle de la planète, donc c'est important d'en parler souvent. Oui, un véritable enjeu que l'on va découvrir bien évidemment dans cette émission avec plein d'invités. Mais d'abord, le sommaire d'APE. Dans ce nouveau numéro d'APE, nous allons parler de la triste réalité du braconnage des tortues, ici, à Mayotte, et du traitement de cette forme de délinquance. On aura bien évidemment des invités, Camille Mancioni, procureur de la République. On aura également Michel Charpentier, président des naturalistes, Loïc Touvignon, chef du service départemental à l'Office français de la biodiversité. Nous découvrirons également comment la loi est de plus en plus sévère, en tout cas celle qui est rendue, et nous nous rendrons compte aussi que lutter contre le trafic n'est pas forcément une chose aisée. Et puis en fin d'émission, on retrouvera Anne-Constance Onguena qui nous indiquera quelques chiffres pour bien garder en tête combien la ponte des tortues à Mayotte est essentielle à la préservation des espèces. On va attaquer aussi avec ce beau reportage réalisé par Pierre Bellucci et Daniel Dunon. Vous le savez, le conseil départemental et plusieurs associations sont présentes sur nos plages pour le suivi des pontes et aussi pour assurer la sécurité des tortues pendant cette période de vulnérabilité extrême pour les animaux. Nous allons découvrir sur le terrain avec celles et ceux qui sont tous les jours l'horreur que constitue le braconnage des tortues. Certaines images sont très difficiles à suivre. Vous avez le droit d'écarter les enfants. Regardez, découvrez ce reportage signé Pierre Bellucci et Daniel Dunon. Sur les plus de 160 plages que compte l'île aux Lagons, une soixantaine sont régulièrement fréquentées par les tortues marines qui viennent notamment enfouir leur future progéniture dans le sable. La ponte constitue un spectacle merveilleux, mais cela n'est pas sans risque pour les mammifères marins. En effet, le braconnage n'a cessé de monter en puissance ces dernières années à Mayotte, au point de donner naissance à des réseaux plus ou moins structurés. Il y a, comme dans un réseau bien structuré, plusieurs personnes qui ont des rôles bien définis. On a le braconnier, on a des aides braconniers, on a des revendeurs, des acheteurs. Après, c'est plutôt le lien qu'il y a entre eux qui n'est pas forcément bien établi, en tout cas pour l'instant. Donc c'est pas un réseau qui est bien structuré, mais le braconnier sait très bien qu'il a des acheteurs potentiels et il y a des lieux qui sont très bien connus pour acheter de la viande de tortue. Les braconniers sont à l'origine du massacre d'espèces protégées, un crime sévèrement puni par la loi. En revendant la chair de tortue, ils sont également impliqués dans la mise en danger de la santé des consommateurs. La viande de tortue peut être toxique, notamment la viande de tortue imbriquée. C'est une espèce qui peut, en mangeant certaines algues, accumuler ce qu'on appelle la kélinotoxine et qui peut provoquer des indigestions alimentaires assez graves. Il n'y a pas de cas documentés sur Mayotte parce que c'est un peu tabou, mais on sait très bien que ça arrive sur les îles voisines, notamment à Madagascar et aux Comores. Depuis 1994, le conseil départemental œuvre pour protéger les tortues. Une trentaine d'agents se focalisent aujourd'hui sur les plages les plus fréquentées par les mammifères marins. C'est le cas de Moya en Petite Terre et de certaines plages du sud, comme Charifou. Un métier à risque, tant certains braconniers sont prêts à tout pour réaliser leurs méfaits. Néanmoins, ces agents sont indispensables et leur travail porte aujourd'hui ses fruits. Là, au jour d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, ça fait déjà 3 ans, 2018, 2019, 2020, où on a une moyenne de montée qui est de 14 tortues environ par nuit. Donc ça, ce sont des choses qui nous ravissent parce que ça démontre le résultat de ce qu'on fait, du travail qu'on fait. Donc ça soulage un peu.
Le conseil départemental travaille avec les intercommunalités, les naturalistes, les associations Sea Shepherd et Oulanga Nanyamba, mais également avec la brigade nature de l'Agence française de la biodiversité, le parc naturel marin ou encore l'ADEAL. Au-delà de la protection, l'objectif est de sensibiliser la population à la nécessité de protéger les tortues marines. C'est le gros travail, c'est le gros chantier qu'on a à mettre en place, notamment avec les partenaires, les associations, l'AFB, le parc marin, en fait, tout ensemble avec la DEAL, le département, ensemble, mettre en place un outil qui va permettre de sensibiliser localement de manière à ce que ça soit tous les Mahorais et tous ceux qui vivent à Mayotte qui s'approprient l'idée de la protection de la tortue. Parce que seuls nous, c'est impossible. En moyenne, sur les dernières années, entre 250 et 300 carapaces de tortues sont retrouvées sur les plages de l'île. Un chiffre sans doute en deçà de la réalité. En 2007, 3000 tortues venaient pondre localement chaque année. Si ce chiffre doit faire l'objet d'une actualisation, on comprend aisément que près de 10% des tortues de passage sur notre île sont tuées chaque année. Oui, des images qui font effectivement froid dans le dos. Merci à Pierre Bellucci et à Daniel Dunon pour ce reportage. Nos invités, ils sont au nombre de 4 ce matin. On a avec nous Loïc Touvignon, qui est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour. Michel Charpentier, qu'on ne présente plus, il est avec nous également. Michel, bonjour. Bonjour. Et c'est la première fois, le procureur de la République, Camille Mancioni. Monsieur Mancioni, bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, puisque vous avez le micro, monsieur le procureur. Qu'est-ce que risque un braconnier de tortue ? Alors, un braconnier de tortue risque des peines d'emprisonnement qui peuvent être très très lourdes, jusqu'à 3 ans, voire 5 ans, en fonction des circonstances des faits qu'on lui reproche. Un braconnier risque aussi des peines d'amende, des peines de confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction. Bref, quasiment tout le panel en nature et en quantum des peines prévues par le Code pénal. Michel Charpentier, on braconne uniquement pour la viande, quand je dis on, les braconniers. Oui, essentiellement, accessoirement les œufs, mais c'est essentiellement la viande. C'est pas la carapace, c'est pas les écailles. C'est pour la viande de tortue qui représente quand même, sur une tortue verte qui pèse entre 100, 110 et 160 kilos, ça peut représenter une 50aine de kilos de viande à peu près. Alors Loïc, ça coûte combien un kilo de viande de tortue ? Combien ça se vend sur le marché ? La viande de tortue... Quand je dis sur le marché, c'est le marché illégal, bien évidemment. Oui, le marché illégal, oui, bien sûr. La viande de tortue se vend 25 € à 50 € donc, du kilo, en fonction du lieu et en fonction du conditionnement. Ah oui, c'est quand même relativement cher. En plus, c'est cher. 50 € le kilo à Mayotte, c'est... ça peut rapporter. Ah, oui, c'est ça. Monsieur le procureur, on a affaire à des réseaux, si l'on en croit certains rendus de justice. Le revendeur risque autant que le braconnier ou le braconneur ? Alors, comme toujours, il y a un auteur principal. Oui. On peut trouver des receleurs, c'est-à-dire des personnes qui détiennent à un moment donné dans ce processus une viande qui résulte d'une activité illégale. On peut aussi avoir des complices, c'est-à-dire des personnes qui, par instigation, par fourniture de moyens ou par assistance, ont permis la commission de ce braconnage, de l'infraction. Et le receleur, en tout cas le complice, encourt la même peine que l'auteur principal. C'est la même chose. C'est la même chose. Loïc, les tortues sont des espèces protégées, ça on le sait. Mais pourquoi elles sont protégées réellement ? Les tortues sont inscrites sur les listes de l'Union internationale de la conservation de la nature, oui, qui sont des listes qui sont faites avec des chercheurs, des représentants donc d'associations ou d'organismes qui travaillent sur sur les populations donc de tortues. Et donc en fait les tortues vertes sont inscrites sur liste rouge donc en danger d'extinction. Et les tortues imbriquées sont inscrites sur les listes de dangers critiques d'extinction. C'est-à-dire en fait qu'à l'échelle mondiale, les populations sont vraiment en déclin. Mais pourtant, Loïc, Michel, on l'a tous fait, moi le premier, aller sur une plage, essayer d'observer la ponte de tortue. Il ne se passe pas une nuit si on ne voit pas 2, 3, voire 10, voire 60 tortues montées. On n'a pas le sentiment qu'elles sont en voie de disparition. Michel ?
Écoutez, je vais vous donner un exemple précis. Nous, l'Association des naturalistes, on a mené l'année passée pendant 4 mois 51 jours de suivi nocturne pendant 4 mois. Pendant la même période cette année, on a fait le même suivi, le même comptage. L'année dernière, pour cette période, on était à 9,8 pontes par jour, en moyenne, oui. Bien sûr, en moyenne. Cette année, on est à 8,2. Hein. Il y a quand même un écart important, il y a peut-être différentes raisons, mais en tout cas, il y a un écart significatif qui montre que, bon, on n'est pas dans une période de croissance de la population de tortues, ça serait même plutôt le contraire. Michel, justement, est-ce que la réglementation, selon vous, est assez sévère ? Alors la réglementation a été même renforcée lors de la loi sur la biodiversité. Le problème, ce n'est pas la réglementation, c'est son application. Hein. C'est-à-dire que... Pour vous, les règles, elles sont suffisantes. Il faut juste les appliquer. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a l'arsenal suffisant pour pouvoir punir les responsables. Encore faut-il qu'on ne mette pas la main que sur les petites mains, si je peux dire, des braconniers, ceux qui sont sur les plages. Hein, il y a toute l'échelle qui va jusqu'au consommateur final. Et jusqu'à présent, justement, dans cette échelle-là, on n'a pas réussi à choper grand monde. Hein. Les peines se renforcent, Loïc, si l'on en croit les textes. Oui, effectivement. Donc, depuis 2017 donc, et 2020, le législateur donc, a fait évoluer donc, les peines d'amende et de prison, donc de 1 an à 3 ans de prison et de 15 000 € à 150 000 € d'amende. Sachant qu'aujourd'hui, donc, la tentative de ces délits-là est aussi une infraction. Et donc, ces éléments apparaissent dans l'article L415.3 du Code de l'environnement. Non, puisqu'on parle du Code de l'environnement, on va en parler un peu avec le procureur Camille Mentionny. Qui peut constater des infractions ? Est-ce que tout le monde est capable de constater une infraction et surtout de s'en servir ? Alors, il y a une évolution de l'ordonnance de 2012 qui a notamment unifié, en quelque sorte, en matière de police judiciaire de l'environnement, un corps, enfin, c'est même pas un corps, un statut de policier de l'environnement, des inspecteurs de l'environnement, alors qui relèvent de différents corps, mais qui ont les missions principales de faire des constatations, de relever les infractions. Donc, il y a d'abord un socle de fonctionnaires qui relèvent notamment de l'Office français de la biodiversité, mais qui peuvent relever d'autres administrations aussi, qui ont compétence pour constater les infractions à l'environnement en général et en particulier ici au braconnage. Mais les officiers de police judiciaire de droit commun, c'est-à-dire le policier et le gendarme, lui peut aussi constater des infractions. À la différence près, c'est que les inspecteurs de l'environnement ont une connaissance métier, une connaissance technique, une connaissance de la biodiversité, une connaissance de l'environnement, une connaissance des mécanismes opératoires de ces délinquants qui est un peu plus étayée que le fonctionnaire de police ou de gendarmerie qui, en même temps, fait les vols, fait les agressions. Donc, il y a d'abord les inspecteurs de l'environnement, mais il y a aussi, et d'ailleurs sans que ce soit en contradiction, il y a aussi les officiers de police judiciaire de droit commun qui peuvent constater les infractions à l'environnement et en particulier les atteintes aux espèces protégées. C'est toujours... comment ça se passe ? Imaginons, l'inspecteur qui est ici sur ce plateau fait une constatation, il en informe le procureur que vous êtes, et c'est vous qui décidez si oui ou non vous allez poursuivre une enquête ? Le schéma est exactement le même qu'en matière de droit commun. C'est ça. C'est-à-dire que les inspecteurs de l'environnement ont reçu des compétences pour constater, dresser procès-verbal, parfois établir des perquisitions, avec autorisation ou pas, auditionner, dans certains cas, les contrevenants ou les délinquants. Une fois que la procédure est terminée, elle peut se suffire à elle-même sans qu'il y ait besoin d'intervention d'une autre force de police ou de gendarmerie. Ensuite, un compte-rendu est fait au procureur qui décide de la suite à donner. Et je dois dire, peut-être que M. Touvignon y reviendra, depuis 2018, nous avons mis en place au parquet de Mamoudzou
une organisation avec un magistrat dédié à la protection de l'environnement, qui est l'interlocuteur privilégié de tous les services qui agissent sur le terrain. Et donc, on a établi avec eux une modalité de travail, d'échange d'informations, et même au-delà, une politique pénale. Et qu'est-ce que c'est qu'une politique pénale ? Nous nous sommes dit, pour tel type d'infraction, voilà tel type de réponse que nous devons apporter. Et on pourra y revenir tout à l'heure. Depuis 2018, nous avons eu plusieurs dossiers qui sont tous passés en comparution immédiate, c'est-à-dire une réponse immédiate. Mais c'est parce qu'en amont, nous avons considéré que ces infractions-là, ce sont des infractions suffisamment graves pour qu'il y ait une réponse qui soit donnée immédiatement. C'est pas ce que nous dit Michel. Michel nous dit, les règles, elles y sont, l'arsenal, il est suffisant, mais on ne les applique pas comme on devrait les appliquer. Alors moi j'ai aussi entendu Michel, il nous dit surtout dans l'application, je vais vous dire ce qui pêche, parce que pour que le procureur puisse prendre des décisions, il faut qu'il y ait des procédures qui soient établies. Donc il faut que des faits soient constatés. Il faut que des enquêtes soient menées. Il parlait de remonter la chaîne de responsabilité jusqu'au donneur d'ordre. Bien bouclé. Il faut la capacité, au-delà de la constatation initiale, la capacité des services à enquêter, à identifier les auteurs, les acteurs, les complices, les receleurs. Et c'est peut-être là où il y a la difficulté, parce que ce n'est pas si facile que ça d'aller faire des constatations en pleine nuit. Il faut des outils, il faut de la technique, mais ils pourront vous le dire, et en toute liberté, je vous laisse le choix de dire tout ce que vous pensez, y compris en ma présence. À chaque fois que nous avons eu un dossier établi, nous avons donné une réponse pénale. On peut discuter de ces réponses. Mais en tout cas, avec ce système, dont M. Touvenant pourra en parler, nous avons un interlocuteur au parquet, un magistrat, substitut du procureur, en charge de l'environnement et qui dialogue en permanence avec les services qui sont sur le terrain. Michel, quand il y a un procès, comment on dit, un braconnier ou un braconneur ? Les deux se disent. Les deux se disent. Hein. Donc il y a un braconnier qui est devant la barre, qui va être jugé. Vous êtes dans la salle et vous portez partie civile souvent. Qu'est-ce que ça apporte en plus ? Qu'est-ce que ça change en fait ? On se porte partie civile, les naturalistes de Mayotte, mais aussi l'association Oulangane Anyamba. Systématiquement, on se porte partie civile sur toutes les affaires de braconnage et même aussi sur des affaires d'environnement en général. Parfois même d'ailleurs, lorsqu'on est directement concerné, on va même jusqu'à déposer plainte, parce qu'on est directement impliqué dans telle affaire qu'on a éventuellement constatée. Monsieur le procureur, je ne suis pas inspecteur de police, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas de la police nationale, mais je constate sur la plage qu'il y a, non pas une infraction, mais qu'il y a des braconniers qui sont en train de tuer une tortue. Est-ce que j'ai le devoir de dénoncer ce genre de choses ? Et si oui, auprès de qui ? Alors, que ce soit en matière d'environnement ou pour d'autres infractions, tout citoyen qui est témoin direct d'un délit ou d'un crime en train de se commettre peut interpeller l'auteur pour le ramener immédiatement auprès de l'officier de police judiciaire. L'interpeller, c'est-à-dire l'arrêter ? Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai aucune formation de policier, mais je vais arrêter quelqu'un. À condition que vous en ayez les moyens. Ah oui. Et bien sûr, c'est pour ça que c'est l'article 73 du Code de procédure pénale. D'accord. Tout citoyen qui est témoin direct d'un délit ou d'un crime peut appréhender l'auteur et le traduire, l'amener ou faire appel directement à l'officier de police judiciaire. Donc, tout citoyen peut le faire, mais à condition, évidemment, de ne pas se mettre soi-même en difficulté. Donc, il faut avoir les moyens de pouvoir le faire. Si on est seul, on ne va pas conseiller aux gens de le faire parce que ça peut être extrêmement dangereux. C'est clair. Donc, premièrement... Surtout que souvent, les braconniers sont armés. Donc, premièrement, si on se sent en capacité d'appréhender pour conduire l'intéressé auprès de la police ou de la gendarmerie, on peut le faire. On peut le faire. Je ne dis pas qu'on doit, on peut le faire. Deuxièmement, lorsqu'on a des informations, lorsqu'on est témoin et qu'on ne peut pas intervenir parce qu'on ne se sent pas en capacité, face à l'adversité, d'intervenir directement pour appréhender. On peut en aviser. Et même, et là je dirais, c'est presque un devoir citoyen de le faire. On doit
Mais ça, c'est à la conscience du citoyen que je parle. Ce n'est pas la loi qui l'impose. Mais on doit pouvoir signaler, sauf si on est agent public, etc., auquel cas on a une obligation de dénonciation. Mais le citoyen lambda qui est témoin doit pouvoir apporter ces éléments aux services spécialisés, à la police et à la gendarmerie, pour qu'ensuite une enquête... sans se mettre en danger non plus. Sans se mettre en danger, évidemment. Évidemment, jamais se mettre en danger. Voilà. Michel, sur le terrain, il y a des femmes, il y a des hommes qui s'occupent de la surveillance et du suivi scientifique. Il y a, selon vous, suffisamment de moyens sur le terrain pour contrer tout ça ? Non, parce que... en même temps, j'avais la réponse à ma question, quelque part. Il y a une bonne centaine de plages sur lesquelles les tortues peuvent pondre, 7 jours sur 7. Donc imaginez la quantité de personnel qu'il faudrait pour cela. Mais je voudrais d'abord distinguer le suivi scientifique et la surveillance. La surveillance et l'interpellation éventuellement des braconniers, c'est l'affaire des gens qui sont spécialisés là-dedans, c'est-à-dire notamment la section départementale de l'OFB, la gendarmerie, enfin tous les personnels. Le procureur, vous pouvez aussi interpeller des personnes, si vous en avez les moyens. Oui, et puis, bon, cela dit, nous, on est sur les plages de Sazilé, où il n'y a pas de réseau téléphonique, on ne s'amuse pas à jouer les cow-boys là-bas, voilà. Par contre... pour tout ce qui est suivi scientifique, c'est-à-dire sur la fréquentation des tortues, là, on assure une présence régulière. On a déjà cette année, pour 2020, 78 nuits de présence avec près d'une centaine de personnes qui ont participé à un moment ou à un autre à ces 78 nuits de présence. J'ajoute que notre seule présence est aussi dissuasive par rapport aux braconniers. Même si ça ne supprime pas le braconnage, ça a plutôt tendance à le dévier ailleurs. Mais bon, on préfère sauvegarder la plage. Ça fonctionne. Ça fonctionne quand même. Loïc, il y a beaucoup d'équipes qui sont sur le terrain pour contrôler et sanctionner de chez vous. L'Office français de la biodiversité donc, a affecté 9 inspecteurs de l'environnement sur le territoire de Mayotte. 7 inspecteurs de l'environnement sont affectés au service départemental de l'OFB que je dirige et 2 inspecteurs d'environnement sont affectés au parc naturel marin de Mayotte. On travaille en relation donc, avec la gendarmerie et la direction de la mer. Et donc, les inspecteurs de l'environnement contrôlent mais ne sanctionnent pas. Ah, contrôle mais ne sanctionne pas. Oui. Et ça change La tout. sanction est judiciaire. Ah oui, d'accord. Mais oui, forcément. Mais justement, on a vu, notamment sur certaines de nos images dans ce reportage, des braconneurs qui sont armés de chambots ou de coupe-coupe ou de machettes et qui menacent. Comment ? Ou de simples cailloux, ou en tout cas tout objet qui sont des armes par destination. La question toute simple, est-ce qu'on doit armer nos inspecteurs? Est-ce qu'on doit armer les personnes qui surveillent les plages, Alors, ces inspecteurs de l'environnement ont des outils, des moyens. M. Thévenot vous répondra quels sont les outils qui sont à leur disposition. Je pense qu'il y a la question des moyens humains qui est très très importante. Ouais. Il faut 9 inspecteurs pour un territoire comme Mayotte, vous voyez bien la limite de l'exercice, mais surtout aussi des difficultés géographiques, parce qu'il faut quand même aller, parfois j'ai vu de dossiers où il a été très difficile d'aller interpeller, alors même que l'équipage était suffisant, que les équipes étaient suffisantes, mais parfois descendre à des endroits escarpés, ça reste très difficile à le faire. Donc au-delà de l'armement éventuel, il y a la question des moyens techniques, des moyens de surveillance. Je sais que vous en avez quelques-uns, vous pourrez peut-être en dire un mot. Et surtout la question des moyens humains qui doivent être suffisants pour couvrir. Alors on ne couvrira jamais 100% de ces plages sur lesquelles il y a la ponte des tortues, mais en tout cas on peut renforcer davantage. Il y a des intercommunalités qui viennent de créer des polices de l'environnement. C'est vrai. En titre de police municipale dédiée à l'environnement et notamment dans le sud. C'est peut-être de nature à renforcer les capacités d'intervention sur le terrain. Il faut voir, il faut que ces unités soient équipées d'armement, mais d'armement adapté pour la police municipale, c'est très réglementé. Pour les policiers de l'environnement, M. Touvenot peut vous répondre sur la question. Parlons-en clairement, ou alors vous répondez directement au procureur, rapidement, sur les moyens. Donc, les inspecteurs de l'environnement sont armés. Oui. On a du matériel donc, spécialisé pour
sur la vision nocturne, de façon à pouvoir essayer d'approcher au mieux donc les braconniers pour pouvoir les interpeller. La viande, elle est consommée à Mayotte ou elle repart sur des pays voisins ou ailleurs? La viande serait principalement consommée à Mayotte, sur le territoire de Mayotte. Elle pourrait, en fonction certaines personnes peuvent avoir des informations comme quoi elle serait peut-être exportée soit sur Anjouan ou peut-être sur la métropole. Mais on n'a pas eu l'occasion de constater ces faits-là. Il y a quand même un point sur lequel on a tous entendu. Consommer de la viande de tortue, c'est dangereux pour la santé. Est-ce que ça, c'est une information que l'on donne pour tenter de dissuader ou elle est réelle? Non, c'est une information qui est réelle. Les tortues marines sont porteuses du chéloniatoxisme, qui inflige de graves, non, je pensais à des... Excusez-moi. Des graves intoxications alimentaires qui peuvent aller jusqu'à la mort. Je pense que chaque année sur Madagascar, on a des articles de presse qui reviennent avec donc de la viande de tortue qui a été consommée, donc des familles des fois qui meurent pour avoir consommé de la viande de tortue. On est très en retard, mais on va quand même poser les questions également. Anne-Constance Onguena, est-ce que les tortues sont protégées dans le monde? Alors pas dans tous les pays du monde, malheureusement. Il reste 40 pays aujourd'hui dans le monde qui autorisent la capture légale des tortues pour 178 qui l'interdisent. À Mayotte, il y a 5 espèces de tortues présentes. Je pense que c'est important de le rappeler. Et je voudrais aussi dire que les tortues ont cohabité avec les dinosaures. Ça fait 220 millions d'années qu'elles sont présentes sur cette terre et qu'on parle en 2020 de leur possible extinction. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Combien de personnes présentes sur les plages entre le conseil départemental, les services d'État, les associations? Ça fait combien de personnes, grosso modo? Alors, pour celles qui sont présentes sur les plages de manière régulière pour assurer juste une présence, même pas pour le contrôle, juste assurer une présence, il y a 15 agents du conseil départemental, plus le réseau de bénévoles des naturalistes, plus le réseau de bénévoles d'Oulangan-Anyamba. Donc, forcément pas assez pour assurer une forme de sécurité aux animaux. Est-ce qu'on compte les traces de montée de tortues? Oui, alors elles sont recensées au regard des effectifs que je vous disais tout à l'heure, donc ce n'est pas exhaustif. En tout cas, plus ou moins chaque année, on estime qu'il y a 3000 pontes de tortues. On estime que 10% seraient braconnés. Et pour mémoire, quand une tortue pond, elle pond environ 80 à 120 œufs. 80 petites tortues qu'on appelle des juvéniles vont naître et on estime qu'une seule arrivera à l'âge adulte, d'où l'importance en fait de permettre à ces tortues de pondre, parce qu'une ponte c'est un adulte, ça fait pas beaucoup. Non, ça fait effectivement très peu. Merci beaucoup Loïc, merci Michel, merci Monsieur le procureur, merci Anne-Constance d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui, les tortues font partie de notre patrimoine, on doit les protéger. On a entendu le procureur, on a entendu la police, on a entendu les naturalistes, on a entendu Anne-Constance. On a tous ce devoir d'informer les autorités s'il se passe quelque chose. Peut-être même faire une photo, essayer d'identifier sans jamais, et Camille Mentionny l'a rappelé, sans jamais se mettre en danger. Allez, nous on se retrouve évidemment la semaine prochaine, ça sera un nouveau numéro d'APE, Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Salut, à la semaine prochaine.